Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast InShape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir vous et votre communauté dans une démarche holistique de la santé. En effet, nous sommes aujourd'hui face à beaucoup trop d'extrémisme en termes de santé et de bien-être. Les extrêmes s'opposent, il faut aujourd'hui trouver une voie du milieu et être en forme pour bien grandir. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder la question du gras et cette fameuse guerre du gras. Parce que finalement, on ne sait plus du quel côté aller. Certains vous disent que c'est à cause du gras que l'on prend du poids, que l'on développe les maladies cardiovasculaires, que l'on développe toutes les maladies métaboliques. Et de l'autre, on vous dit que c'est le sucre et qu'il faut consommer énormément de gras parce que c'est important pour la santé. En même temps, lorsque l'on s'intéresse aux lipides, eh bien, on se rend compte que là aussi, il y a des extrêmes. Certains vous disent qu'il faut absolument éviter les graisses saturées parce qu'elles sont responsables de l'augmentation du cholestérol et des maladies cardiovasculaires qui en découlent, et d'autres qui vous disent que non, il faut surtout supprimer les huiles et les acides gras polyinsaturés parce que ça ralentit le métabolisme et parce que ça s'oxyde et s'enflamme rapidement. Alors, que faut-il faire? Nous allons donc aborder les différentes croyances autour de la consommation des lipides et de leur importance. Essayer, puisque c'est un sujet complexe, de limiter la confusion entre les différents types de lipides, entre le bon et le mauvais gras, entre les graisses trans, les graisses saturées, entre les différents types de cuisson, et surtout pourquoi la consommation de bons lipides est importante. Je vais commencer par une anecdote, parce que j'aime beaucoup l'utiliser en formation, et c'est l'histoire finalement de la sardine. La sardine, j'adore ça, c'est effectivement riche en oméga 3, et souvenez-vous, dans le début des années 2000, lorsque ces fameux oméga 3 sont devenus très populaires, eh bien, on vous disait deux choses. On vous disait que premièrement, il fallait en consommer pour la santé de votre système nerveux, mais qu'il ne fallait surtout pas la chauffer parce qu'elle était effectivement sensible à la fois à l'air, mais surtout à la température. Et donc, on vous conseillait de manger plus d'oméga 3. Et on vous conseillait de consommer des sardines. Mais au fait, les sardines, vous les mangez crues? Parce que si on nous conseille d'un côté de consommer des oméga 3 à travers la consommation des petits poissons gras, mais que de l'autre on vous dit que il ne faut pas les chauffer, il ne faut pas les cuire parce que ces oméga 3 ont une structure biochimique tellement sensible qu'elles s'oxydent très rapidement et donc elles deviennent toxiques. Alors bonne nouvelle, Dame Nature a très bien fait les choses puisque si vous observez la composition de la sardine, vous vous rendez compte qu'il y a des oméga 3, mais qu'il y a également énormément de graisses saturées. Les graisses saturées, elles, ont l'avantage de pouvoir très bien supporter les hautes températures. Mais d'un autre côté, on vous disait également, depuis plusieurs décennies, que les graisses saturées étaient mauvaises pour la santé. Alors finalement, que doit-on faire avec la sardine? Est-ce qu'on doit la cuire? Est-ce qu'on doit la garder crue? Est-ce qu'on doit la consommer éventuellement en partie pour n'avoir que les oméga 3 par rapport aux graisses saturées? Heureusement, encore une fois, vous allez le découvrir dans cet épisode, que les graisses saturées ont un impact intéressant et important pour la santé. Il faudra choisir des graisses saturées de qualité et qu'en parallèle, le fait d'avoir ces oméga 3 dans un aliment qui contient des graisses saturées, eh bien, ces graisses saturées finalement vont venir protéger les oméga 3 de l'oxydation, ce que l'on n'a pas dans une huile végétale. Et on va revenir sur les huiles végétales justement, parce que c'est un type d'huile qui est controversé, en tout cas dans la littérature anglo-saxonne. Donc pour résumer, dans cette guerre du gras, nous avons plusieurs opposants. Nous avons les acides gras saturés, c'est une famille d'acides gras, il y en a plusieurs, et nous avons les acides gras insaturés. Ça veut dire que la différence entre les deux, lorsque c'est saturé, la structure biochimique permet de soutenir des températures élevées, ce qui sera important pour la cuisson, mais également sur la transformation de notre organisme, dans notre organisme,
puisque nous sommes quand même à 37 degrés 2, et donc c'est quand même une température qui n'est pas négligeable. Et donc ça c'est notre première catégorie. Puis nous avons donc les graisses insaturées que nous aurons soit monoinsaturées avec une double liaison carbone. C'est là effectivement qu'il y a une instabilité. Ce sont les oméga 9 sur lesquels finalement tout le monde est d'accord, ce qui était très bien. Vous avez également les polyinsaturés où il y a plusieurs insaturations, plusieurs doubles liaisons comme les oméga 6 et les oméga 3. Alors, avant d'aller plus loin, de revenir sur ces différentes catégories de lipides et leur importance finalement dans notre alimentation, et pas uniquement au niveau de l'énergie comme dans certains régimes ou comme risque de prise de poids comme dans d'autres théories, eh bien on va revenir un peu sur l'historique, non pas d'un lipide, mais d'une molécule liée au système lipidique qui est le cholestérol. En effet, le cholestérol a une longue histoire. Tout commence en 1913 lorsque Anichkov, j'espère le prononcer correctement, eh bien, avait fait une étude sur la consommation de cholestérol et le lien avec les maladies cardiovasculaires comme l'artérosclérose chez le lapin. Et en effet, lorsque le lapin surconsommait du cholestérol, on voyait son risque d'artérosclérose augmenter énormément. Alors maintenant, la question est de savoir si l'organisme humain et l'organisme du lapin sont suffisamment semblables, mais à l'époque, ça n'était pas justement une conclusion d'Anichkov sur la consommation excessive de cholestérol, mais il avait juste fait une observation. D'ailleurs, lorsque l'on avait donné en intraveineuse du cholestérol eh bien, au lapin, il n'y avait pas d'augmentation de l'artérosclérose, ce qui veut dire que ce n'est pas le cholestérol directement qui influence cette problématique. Ensuite est venue une autre étude en 1957 proposée par Ansel Keys, et c'est elle qui a vraiment scellé finalement la mauvaise réputation du cholestérol et qui a dans une étude fait une corrélation avec la consommation de cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Là, on peut observer effectivement qu'il y avait plusieurs erreurs dans l'étude, puisque sur les 22 pays observés, seulement 6 ont été retenus dans l'étude pour avoir cette relation linéaire entre la consommation de lipides, surtout de graisses saturées, et l'augmentation des risques de cardiovasculaires. Ça, c'est une première erreur. Et deuxième erreur, parmi d'autres, eh bien, c'est la problématique des deux groupes, puisque dans le groupe qui consommait effectivement les lipides, il y avait près de 60% de fumeurs, qui est effectivement un autre paramètre sur l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Mais à partir de là, c'est devenu une théorie qui n'avait pas été acceptée par tout le corps scientifique, mais qui est passée à travers certaines mailles et qui est devenue finalement une croyance, ou en tout cas une affirmation claire et nette. Et en 1984 d'ailleurs, le Times Magazine faisait une de sa première page avec les œufs et le bacon comme étant les ennemis à combattre. Cela a été rattrapé en 2000, où on a fait la différence entre justement le bon et le mauvais cholestérol, et on ramenait l'œuf à son niveau optimal en termes de santé. Le bacon pas encore, mais on va y revenir également dans l'histoire de notre consommation de lipides, parce que finalement, depuis 10 000 ans, si on reprend simplement l'homme moderne et depuis le néolithique, eh bien, on se retrouve avec une alimentation qui a énormément changé ces 100 dernières années. Donc sur 9 à 10 000 ans, les 100 dernières ont été vraiment cruciales dans le développement de la plupart des maladies chroniques. Ce qui est également important aussi à noter, c'est qu'on parle souvent d'un excès de cholestérol comme étant problématique, et on ne parle pas suffisamment d'un manque de cholestérol, avec ces croyances que si on a très peu de cholestérol, on sera en meilleure santé. Or, au début des traitements contre l'hypercholestérolémie, on s'est rendu compte que
un cholestérol en dessous de 150 mg par décilitre de sang, eh bien on augmentait le risque de démence. Et malheureusement, les premiers patients qui ont été suivis pour une hypercholestérolémie ont vu effectivement ce risque augmenter de manière importante. Découvrons un petit peu la structure et l'importance des acides gras saturés, qui sont, comme on l'a dit, stables et à l'air et aux températures plus élevées. Donc ça nous donne une source de gras optimale pour la cuisson à haute température, si on choisit justement la cuisson à haute température, parce que ça c'est une autre problématique. Tous les aliments qui sont hyper cuits, qui sont hyper chauffés, vont se dénaturer. Donc ça n'est pas uniquement une problématique pour les lipides, mais également pour les protéines ou pour certains glucides, justement avec la réaction de Maillard. Donc on va également distinguer différents types d'acides gras saturés. On a les longues chaînes, les moyennes chaînes, les fameux MCT oil, et on a les courtes chaînes. Alors dans les longues chaînes, on aura essentiellement les acides gras saturés venant des produits laitiers, du lait, et des viandes de ruminants. Et cela représente d'ailleurs 80% du gras que vous avez sur vous. Donc ce sont des réserves de gras qui sont assez intéressantes puisqu'il nous en faut. On le verra plus tard. La quantité de lipides que nous avons dans le corps nous protège justement et aide à la régulation de notre température. On l'observe chez les culturistes qui, en dessous de 8%, ont froid toute l'année, et en dessous de 5%, généralement, ont leur humeur qui change. Mais ça aussi, nous y reviendrons dans quelques minutes. Et donc nous avons également les acides gras à chaîne moyenne que l'on retrouve dans le lait maternel et dans l'huile de coco. Et ça, ce sont des acides gras qui sont utiles au niveau de l'énergie. Il est facile de l'absorber parce qu'on n'a pas besoin de sel biliaire pour prédigérer ces graisses saturées. Et donc ça nous permet d'avoir une certaine quantité d'énergie facilement utilisée, sachant qu'en plus ça n'a pas d'impact sur la glycémie, et donc c'est aussi un autre avantage d'une consommation plus importante, ou en tout cas optimale, d'acides gras. Autre élément très important pour les acides gras à chaîne moyenne, c'est qu'ils sont antibactériens, antivirales, antioxydants, et qui augmentent finalement la thermogénèse et donc l'utilisation du gras pour la production d'énergie. Enfin, nous avons donc les acides gras à petite chaîne, et qui sont très rares dans notre alimentation. On en a un tout petit peu dans le beurre et le beurre clarifié par exemple, c'est le butyrate. La production de cet acide gras à petite chaîne vient essentiellement de la production du butyrate par nos bonnes bactéries dans notre microbiote qui sont nourries par fibres alimentaires. Donc si vous consommez suffisamment de fibres, elles seront consommées par vos bonnes bactéries qui vont produire du butyrate, et ce butyrate sera utile et très important pour la santé de vos entérocytes qui sont les cellules du système digestif. Ensuite, nous avons les fameux oméga 9, les acides gras monoinsaturés, qui sont aussi bien dans la littérature francophone qu'anglophone acceptés comme étant de bonne qualité. Donc il y a une double liaison et elle est un peu instable, mais elle supporte relativement bien la température, en tout cas jusqu'à 160 degrés, il n'y a aucun souci. On va retrouver l'huile d'olive, l'avocat, l'huile d'avocat. Certaines noix, comme les noix de macadamia, sont très riches en oméga 9. Le foie gras également, mais ça c'est également un autre sujet. Ces oméga 9 ont un impact anti-inflammatoire, sont plutôt utiles au niveau du système cardiovasculaire, et d'ailleurs Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait déjà que c'était une superfood, un super aliment, tant on pouvait retrouver dans une huile d'olive de qualité, et là aussi ce serait à revoir parce que l'huile d'olive de qualité aura différentes caractéristiques comme une couleur plutôt foncée, comme une cueillette ou une consommation dans l'année, comme une conservation dans un récipient en verre plutôt opaque pour limiter quand même l'oxydation par la lumière, parce qu'on l'a dit, c'est un acide gras instable, monoinsaturé donc instable,
et ça ne supporte pas bien les changements de température. Ce sera également un petit goût râpeux dans la bouche et normalement vous aurez une huile d'olive qui devrait tourner autour de 25 € le litre. En dessous de cela, vous aurez souvent des huiles d'olive qui ont été mélangées à d'autres huiles bien meilleur marché pour justement en diminuer le coût. Abordons à présent les acides gras polyinsaturés avec les oméga 6 et les oméga 3 qui ont été découverts il y a une vingtaine d'années et qui nous permettent d'avoir justement des informations très importantes au niveau de leur consommation. Vous avez tout d'abord les oméga 6 qui sont essentiels pour le système inflammatoire. Donc c'est les oméga 6 qui nous permettent justement de nous réparer. Donc c'est important, même si c'est pro-inflammatoire, c'est important. Nous ne sommes pas à zéro d'inflammation et cela nous permet d'alimenter notre système immunitaire. Les oméga 6 aident à former la membrane cellulaire, mais également à réguler l'expression des gènes et aider au fonctionnement des cellules. Nous en avons différentes formes. Nous avons par exemple l'acide linoléique, le LA, qui est la version courte, qui est essentielle, qui est important pour notre santé. On la retrouve dans différents fruits, dans différents légumes, de céréales, de viande. Il est en grande quantité malheureusement dans les huiles transformées. On va revenir justement sur cette problématique des huiles soi-disant de santé. C'est pour ça que cet épisode est pour moi important parce qu'il reste trop de confusion entre ces fameuses graisses saturées qui ont été montrées du doigt depuis les années 80 et les huiles dites santé que l'on retrouve justement dans toutes ces huiles végétales parce qu'attention, lorsque vous consommez de l'huile, de la viande ou du gras quel que soit, vous avez une combinaison de ces différents acides gras. On l'a vu par exemple pour la sardine. Et donc les huiles de soja, les huiles d'arachide, les huiles de colza, les huiles de tournesol sont des huiles qui sont riches en oméga 6 selon d'ailleurs le terrain, parce que la proportion d'oméga 6 et d'oméga 3 et d'oméga 9 dans une huile de colza peut être très variable d'un endroit à l'autre, et ça vous ne le voyez pas sur la bouteille. Le LA est également très présent dans la volaille et dans les noix, et donc il faut pouvoir prendre cela en considération lorsque on se nourrit de lipides. Alors l'excès d'acide linoléique est également responsable de la diminution de la quantité de vitamine E qui est un antioxydant très puissant. Donc aujourd'hui on sait que notre consommation d'oméga 6 a explosé ces 30 dernières années, et donc on se retrouve avec un déséquilibre avec la catégorie suivante qui est les oméga 3 qui sont importants au niveau du système anti-inflammatoire. On va y revenir, mais la répartition, la proportion entre les deux est importante, mais on aurait ces 40 dernières années multiplié par 20 le rapport entre les deux. Cet excès de LA est également responsable donc de toutes les maladies liées à l'inflammation, à la prise de poids, aux maladies du foie, à certains cancers, aux maladies auto-immunes et au vieillissement prématuré. Au niveau des oméga 3, donc de ces acides gras polyinsaturés ayant un double carbone sur le 3e, le 6e et le 9e, la 9e liaison, on en a plusieurs formes également. Le ALA, qui est la forme que l'on va retrouver dans le monde végétal, qui va devoir être transformé en EPA et en DHA, qui sont réellement la forme des oméga 3 utiles au niveau du cerveau et de l'inflammation, ou en tout cas de l'anti-inflammation. Et malheureusement, moins de 5% de la population est capable de transformer ce ALA en EPA, DHA en EPA, et moins de 0,5% est capable de le transformer en DHA. Donc, cet EPA et ces DHA vont devoir être obtenus grâce à la consommation des oméga 3 de type animal, que l'on retrouve dans les petits poissons gras, dans les grands poissons gras également, mais malheureusement alors associés aux métaux lourds. Et on les retrouvait, parce qu'au paléolithique, on avait 60% d'oméga 3 supplémentaires dans notre alimentation, tout simplement parce que les ruminants, par exemple, sont capables de transformer la cellulose en oméga 3 lorsque ces ruminants consomment de l'herbe.
C'est pour ça qu'en Amérique du Nord surtout, mais de plus en plus en Europe également, on parle de viande nourrie à l'herbe et finie à l'herbe. Ça veut dire que l'animal a consommé de l'herbe toute sa vie et donc a produit une graisse de qualité par rapport aux ruminants qui auraient consommé des céréales plus riches en oméga 6 et donc produit une viande plutôt inflammatoire. Il nous reste à présent une dernière catégorie, ce sont les graisses trans. Alors on a des graisses trans naturelles qui sont utiles finalement. Tout ce qui est naturel dans notre alimentation. Je cite souvent Sean Croxton que j'ai interviewé dans cette première saison du podcast In Shape to Grow et il avait, je dirais, inventé cet acronyme JERF, Just Eat Real Food, J-E-R-F, où mangeons juste des aliments réels, vrais, qui peuvent pousser, qui peuvent courir, qui n'ont pas été transformés. Et donc ces graisses trans, eh bien, on le retrouve par exemple effectivement dans certains viandes de ruminants et dans le lait. Par contre, là où ça devient extrêmement toxique pour la santé, ce sont les graisses trans artificielles. On retrouve d'ailleurs ce même parallèle avec la vitamine K, puisque la vitamine K artificielle est toxique, alors que la vitamine K1 et K2 sont excellentes pour la santé. Et bien là, on se retrouve avec une graisse trans qui est disponible dans notre environnement, qui a des éléments bénéfiques, mais qui, lorsqu'elle a été produite artificiellement, c'est-à-dire lorsque l'on a transformé un lipide à l'origine liquide en un lipide solide, donc c'est une forme de la molécule qui change, qui le rend solide, et bien à ce moment-là, cette graisse devient extrêmement toxique, inflammatoire, et à l'origine également d'un grand nombre de maladies chroniques aujourd'hui. On retrouve par exemple la margarine. Alors justement dans cette consommation au cours de notre histoire, on remarque que il y a une centaine d'années, voire un peu plus, on consommait beaucoup plus d'œufs, beaucoup plus de lard, beaucoup plus de beurre, et on avait finalement, au début du XXe siècle, beaucoup moins de problèmes avec le surpoids et l'obésité aujourd'hui. Alors évidemment, ça n'est pas la seule raison, puisqu'il faut rajouter la sédentarité et rajouter l'augmentation de la consommation de sucre, surtout le sucre raffiné et le sucre, je dirais, caché. Mais si on observe l'évolution de la consommation du beurre, il n'a fait que diminuer depuis une centaine d'années, surtout à partir des années 50. Et également, le lard a fortement diminué. Par contre, la margarine a explosé dans les années 50, justement avec ces différentes études qui sont sorties avec cette apothéose dans les années 80. Et on le voit également, la consommation des huiles végétales a vraiment augmenté depuis les années 70, les années 70, et on ne peut que se poser la question sur cette accusation contre le gras, contre la viande, contre les graisses saturées, lorsque l'on observe la courbe de consommation de nos différents lipides au cours des 100 dernières années et la courbe d'augmentation de l'obésité et du surpoids et des maladies métaboliques et des maladies chroniques de civilisation. Pour conclure un petit peu cet épisode, je vous partage 14 arguments qui ont été résumés par un auteur américain, Chris Kresser, suite à de nombreuses études de la littérature, le travail de Chris Masterjohn entre autres également, et de Stéphane Guyette également, tous des auteurs qui vont justement aller observer historiquement ce qui s'est passé, dans quel contexte les études ont été faites, quelles implications cela a eu, et que nous dit la biochimie. Alors, les 14 arguments sont les suivants, et ce sont les arguments qu'il nous faut utiliser pour nos propres choix alimentaires. Tout d'abord, les AGPI et les acides gras saturés font partie des phospholipides de nos membranes cellulaires, et on en a besoin. Dans les deux cas, donc quand on parlait d'extrémisme en début d'épisode, avec l'opposition des acides gras saturés par rapport aux acides gras polyinsaturés, eh bien on se rend compte que pour la santé de nos membranes cellulaires, il faut les deux. Tout comme pour le transport du cholestérol, ce sont des phospholipides qui ont besoin d'acides gras saturés et polyinsaturés pour pouvoir justement emmener le cholestérol
à la réparation de certaines cellules, à la fabrication des hormones stéroïdiennes et à la protection du système nerveux. Vous avez également le cholestérol qui est le précurseur de la vitamine D et qui est finalement une molécule que l'on va aussi retrouver dans nos membranes cellulaires. Pour la santé mentale, de nombreuses études montrent que le cerveau est fortement concentré en DHA par exemple, mais pas uniquement. Pour la santé des yeux, on a observé l'importance à nouveau de ces oméga 3 DHA. La santé de la peau et des cheveux sont également dépendantes dans ce cas-ci d'un oméga 6, l'acide linoléique. Donc encore une fois, toute la palette des lipides sont importantes. Le maintien de la température corporelle dépend de la consommation de lipides. L'inflammation optimale pour la réparation, on en a parlé tout à l'heure, est également importante. Lorsque l'on fait l'équilibre optimal entre les oméga 6 et les oméga 3, on va parler d'environ 1,5 g d'oméga 3 par jour que l'on peut accumuler, et donc ça vous pouvez en consommer une fois tous les 2 jours par exemple sous forme de petits poissons gras, et vous en aurez pour plusieurs jours. Mais en parallèle on a besoin des oméga 6 et le rapport entre les deux doit être inférieur à 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Selon les auteurs, on peut descendre jusqu'à 1,2 voire 1,1. On aurait retrouvé dans les momies égyptiennes un rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 de 1,1. Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est de pouvoir observer ce que nos ancêtres et les civilisations avant ont fait. Si on observe d'ailleurs le taux de cholestérol à travers la planète aujourd'hui, on se rend compte que ça n'est pas 200 mg par décilitre de sang, mais entre 150 et 250. Donc vous avez sur Terre des populations qui sont en parfaite santé dans cette fourchette de cholestérol. Donc la question c'est de savoir, mais vous, finalement, êtes-vous plutôt à la gauche ou à la droite de cette courbe de Gauss pour être en bonne santé? Parce que si vous êtes à droite alors que vous devriez être à gauche, clairement, vous risquez des problèmes cardiovasculaires, mais si vous êtes à gauche alors que vous devriez être à droite, vous pourriez développer des maladies mentales beaucoup plus vite que prévu. On a également, on l'a dit, ce cholestérol et ces lipides importants pour les hormones stéroïdiennes et la fertilité. Nous avons des études aujourd'hui qui montrent que la consommation des bons lipides durant l'adolescence va influencer la fertilité des jeunes couples, et on le voit aujourd'hui dans certains pays comme les États-Unis où 50% des jeunes couples ne peuvent plus concevoir naturellement. Donc on a probablement, et pas uniquement, mais probablement un lien avec notre alimentation, et certaines études montrent du doigt cet excès d'oméga 6 dans l'alimentation des adolescents. On a parlé du butyrate pour la santé des intestins, on a parlé de la glycémie lorsqu'on absorbe des lipides avec un repas qui contient des glucides, eh bien ça va diminuer la vitesse à laquelle la glycémie va varier. On va maintenir de bonnes réserves d'énergie parce qu'on a un pourcentage de masse graisseuse optimum. Je prenais l'exemple tout à l'heure des culturistes qui, en dessous de 5%, ont vraiment une grande difficulté à gérer leurs émotions parce que tout ce système hormonal dépend de cette quantité de graisse. Aide à l'absorption des vitamines liposolubles également. On a une protection contre les toxines parce que si on parle des petits poissons gras, c'est parce que les grands poissons gras vivent plus longtemps. Un thon, ça peut vivre jusqu'à 40 ans. Et durant 40 ans, il va absorber des métaux lourds. Et pour protéger ses organes vitaux comme le cerveau, il va, de manière totalement biologique, accumuler les métaux lourds dans ces graisses que vous allez consommer si vous consommez du thon plus d'une fois par mois. Et donc, c'est la même chose pour nous. Et on a déjà fait des biopsies de tissus graisseux et retrouvé plus de 200 toxines différentes. On retrouve même jusqu'à 9 toxines différentes chez un nouveau-né parce que ces toxines sont malheureusement passées par le cordon ombilical. Et enfin, on sait effectivement que certains oméga 9 protègent des maladies cardiaques. Donc là même, le gras qui était montré du doigt comme étant
une source et un risque pour les maladies cardiovasculaires, ne le sont pas et que du contraire sont plutôt optimum. Donc quelles sont les adaptations pratico-pratiques à prendre justement pour la consommation des lipides? On va manger généreusement, mais je mettrai un petit bémol juste après. L'huile de noix de coco, l'huile de palme, attention, l'huile de palme, la problématique c'est sa culture, et donc il faut que ce soit une huile de palme qui soit éco-responsable, hein, qui est très riche en antioxydants. D'ailleurs, l'huile de palme est orange normalement. On a l'huile d'olive, hein, comme le disait Hippocrate. On a le beurre clarifié, on a le beurre, le saindoux, on a le suif qui est la graisse de bœuf ou d'agneau qui est encore très consommée dans les pays du Maghreb. J'ai eu l'occasion de manger des brochettes qui avaient été enrobées de graisse de mouton séchées au soleil, et ça donnait un parfum très particulier, et ce sont des graisses de qualité à condition qu'évidemment le mouton soit en bonne santé. La graisse de canard, c'est une de mes préférées. Ma graisse laitière, lorsque vous êtes capable de digérer, de consommer des produits laitiers de qualité, eh bien, vous aurez à ce moment-là de bons lipides aussi. L'huile de macadamia, hein, qui est plus riche en oméga 9, les œufs de qualité, la viande ayant mangé de l'herbe et idéalement finie à l'herbe. L'expression finie à l'herbe signifie simplement que en fin de vie, l'animal a consommé de l'herbe, parce que certains éleveurs avaient trouvé l'astuce. Ils permettaient à l'animal de manger de l'herbe toute sa vie, mais les 3 derniers mois lui donnaient des céréales pour l'engraisser, parce qu'effectivement l'utilisation des céréales pour le bétail était surtout pour engraisser le bétail, et du coup vous par la même occasion. Et enfin les fruits de mer et les poissons de qualité. Alors, au niveau de la consommation des poissons, faites attention parce qu'ils ne sont pas tous égaux. On va plutôt être sur du maquereau 2 à 3 fois par semaine, sardines 1 à 2 fois par semaine. Le saumon, ça peut être un peu plus régulier. Le thon, c'est une seule fois par mois. Le hareng, c'est 1 à 2 fois par semaine. Les anchois également. Et donc, voilà, normalement, vous avez le choix sur plusieurs poissons pour en avoir idéalement 3 fois par semaine. Nous allons par contre faire attention de manger avec parcimonie l'huile de sésame, l'huile de noix de pécan, l'huile d'amande, l'huile de lin, l'huile d'avocat, les noix, les graines en général, et le beurre de noix comme le beurre de cacahuète ou le beurre ou le tahini, parce que justement vous aurez évidemment moins d'oméga 6 que dans de l'huile lorsque l'on parle des noix. Par exemple beurre de cacahuète, parce que l'aliment est complet, il n'a pas été transformé. Pour les autres, vous avez moins d'oméga 6 et un meilleur rapport oméga 6 oméga 3, mais il faut quand même les manger avec parcimonie. Le docteur Shanahan a bien montré dans son ouvrage Deep Nutrition à quel point toutes ces huiles transformées étaient instables dans notre organisme. Et donc si vous êtes plutôt quelqu'un de stressé, si vous êtes déjà dans une inflammation et plutôt une acidose, vous risquez d'avoir ces huiles que vous avez consommées et bien plus facilement s'oxyder. Maintenant, si vous êtes totalement zen, eh bien vous pouvez sans doute en consommer un peu plus. Et si vous êtes très stressé, j'irai plutôt sur alors une consommation suffisante d'acides gras saturés pour justement permettre aux hormones stéroïdiennes d'être refabriquées. Par contre, il va vraiment falloir éliminer au maximum lorsque vous pouvez le faire, hein, donc il ne faut pas devenir orthorexique et ne plus oser aller au restaurant ou chez des amis. Maintenant, les restaurants, il vaut mieux les choisir. Les amis, on dit il faut aussi les choisir, mais pas par rapport à leur habitude alimentaire, hein, mais plutôt par rapport à la qualité de ces... ne choisissez pas vos amis par rapport à la qualité des huiles qu'ils utilisent, mais si vous vérifiez un maximum ce que vous utilisez à la maison, et que vous sélectionnez vos restaurants, mais évidemment, ce sera beaucoup moins néfaste de consommer de temps en temps une huile qui n'ait pas été optimale, et donc éliminer l'huile de soja, l'huile d'arachide, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de colza ou canola en Amérique du Nord, l'huile de tournesol, donc je l'ai dit, l'huile de germe de blé, l'huile de coton, l'huile de pépins de raisin et l'huile de son de riz. En conclusion, dans l'ensemble, les graisses saturées et les graisses monoinsaturées seront à la base de votre apport
de lipides. Alors cet apport est à évaluer individuellement. C'était le bémol dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on peut tester votre ADN et voir si vous êtes plutôt sensible aux lipides et aux acides gras saturés et que vous devriez plutôt aller vers une alimentation plus végétale ou moins riche en général en protéines et en lipides. Personnellement, j'utilise la typologie métabolique depuis plus de 15 ans pour évaluer le métabolisme de mes coachés, voir s'ils vont plutôt bénéficier d'un menu plutôt riche en protéines et en lipides, ou plutôt être en bonne santé et plein d'énergie avec un régime plus riche en glucides. Mais aujourd'hui, j'utilise des tests ADN qui me permettent directement de voir cette sensibilité aux lipides et cette sensibilité au sucre. En général, on a l'une ou l'autre. Là, dernièrement, j'ai un coaché, il est sensible aux deux, donc il est sensible à un excès et de glucides et de lipides, donc il doit vraiment faire attention à la quantité de calories qu'il consomme et à la quantité de calories qu'il dépense. Mais de manière générale, la majorité de vos lipides devraient venir justement de vos acides gras saturés de qualité et surtout des acides gras monoinsaturés de qualité. Et assurez-vous d'avoir un minimum d'oméga 3, donc on parlait de 1,5 à 3 grammes d'oméga 3 par jour en moyenne, ce qui représente de 3 à 5 fois des petits poissons gras sur la semaine, 3 grammes étant la dose minimum au niveau anti-inflammatoire, donc souvent on va l'atteindre avec des compléments alimentaires, mais là ça devrait être sur base d'une prise de sang. Donc n'hésitez pas à faire et à demander une prise de sang de vos acides gras érythroprocytaires. Vous n'avez pas besoin d'une prescription médicale et ça va vous permettre de savoir par rapport à votre alimentation actuelle comment votre corps arrive à métaboliser tout ça sans même faire de test ADN. Donc ça c'est une autre option qui vous est disponible. Et par rapport à ça, limitez votre consommation d'oméga 6 à travers les graines, à travers les noix, à travers les pâtes de noix et à travers la volaille. Donc la volaille aussi, elle va dépendre de son alimentation. Si la volaille a consommé des oméga 3 ou des oméga 6, vous aurez d'ailleurs une chair qui sera différente. Le poulet qui sera nourri au maïs sera plus jaune que le poulet nourri aux graines de lin. Donc comme nous l'avons vu durant cet épisode, la consommation de lipides, elle est essentielle. Là, il faut vraiment aujourd'hui, en tant qu'expert et en tant que personne responsable, vous devez absolument éviter toute limitation de la consommation de lipides. Par contre, il faut être très pointilleux sur la qualité de ces lipides. S'il faut faire une concession au niveau, je dirais, du budget, faites une concession au niveau de la qualité des lipides. Chaque fois que vous allez consommer un aliment qui est riche en lipides, faites attention à la qualité de cet aliment, quitte à, par exemple, pour les poissons ou pour les viandes, d'en consommer un peu moins, mais d'avoir de la qualité dans votre assiette. Parce que cette qualité va avoir un impact aussi bien sur votre santé physique que votre santé mentale, que votre longévité. Ces lipides, on l'a vu, interviennent dans le système immunitaire, important, dans le système cardiovasculaire, dans votre système hormonal et dans votre système de protection. Alors, ces différentes conclusions viennent à la fois d'études de notre science moderne, mais également de l'observation historique de la consommation des aliments de nos ancêtres qui n'avaient pas nos connaissances et qui n'avaient pas notre système médical, donc qui étaient dépendants beaucoup plus que nous de la qualité alimentaire, et également des anciennes cultures qui vivent encore aujourd'hui et qui sont en parfaite santé. On parle par exemple des Maasai qui consomment énormément de gras et qui sont en bien meilleure santé physique et probablement mentale que beaucoup d'occidentaux. Donc la préoccupation principale aujourd'hui pour vous, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Néanmoins, on l'a dit, pour la quantité, c'est individuel, mais en tout cas, vous devez absolument consommer à chaque repas une part de lipides de qualité. Au niveau maintenant de quelques questions concernant les lipides, la question de la cuisson, on l'a dit, c'est 160 degrés maximum pour les oméga 9, c'est jusqu'à 220 degrés pour les acides gras saturés. Donc on va plutôt cuire à haute température avec idéalement du beurre clarifié, de la graisse de canard ou de l'huile de coco
ou du saindoux ou du suif. Et on va plutôt consommer l'huile d'olive pour les plats mijotés. Toutes les huiles riches en oméga 6 peuvent aller jusqu'à une centaine de degrés. Donc là aussi, les plats mijotés peuvent être accompagnés d'une huile d'oméga 6. Mais encore une fois, on préfère limiter cette consommation parce qu'on va les consommer de manière optimale grâce à nos graines, grâce à nos oléagineux, nos noix. Et les oméga 3 doivent absolument être consommées, je dirais, sous forme froide, donc non cuite, lorsqu'elles sont sous forme d'huile, puisqu'à nouveau, la sardine, bonne nouvelle, vous pouvez la cuire, puisque cet oméga 3 sera protégé de l'oxydation par la présence des graisses saturées. Donc à la question des viandes et des risques cardiovasculaires ou des risques de cancer, de la consommation de viande rouge, cette consommation va dépendre de la qualité de la viande et donc plutôt aller sur une viande d'origine biologique nourrie à l'herbe. Donc vous devez pour cela faire votre recherche dans votre entourage pour savoir où trouver de la viande nourrie à l'herbe. C'est vraiment une question finalement de santé. Avant même d'aller chercher des compléments alimentaires, vérifier cette qualité de viande. Pour la volaille, vous voyez qu'effectivement c'est plus riche en oméga 6, donc diminuez votre consommation de volaille peut-être une fois semaine. La viande rouge, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Et au niveau des poissons, alterner entre les poissons blancs, les poissons gras et les crustacés. Concernant d'ailleurs les poissons, je vous ai donné quelques références. Si vous avez besoin d'un mémo avec la consommation optimale par semaine des différents poissons, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur david.germaud@gmail.com avec en titre fiche des poissons. Pour les huiles végétales, allez vraiment sur l'huile de coco, l'huile de palme, l'huile d'olive, selon la température, éventuellement l'huile d'avocat, qui peut être aussi une bonne source d'oméga 9 et d'oméga 6. Faites attention également que beaucoup d'oléagineux devront être trempés pour diminuer la présence d'acide phytique et le risque d'inflammation au niveau du système digestif. Néanmoins, vous avez la noix de macadamia, la noix du Brésil qui n'ont pas besoin d'être trempées. Pour les autres, de quelques heures à plusieurs dizaines d'heures seront nécessaires pour justement permettre à ces oléagineux d'être bien digérés. Mais là aussi, ça va dépendre des sensibilités individuelles. Alors pour terminer cet épisode, je vais vous partager rapidement mon expérience avec justement cette consommation de lipides, parce que en tant que jeune judoka, j'ai consommé énormément de glucides, il me fallait ces fameux sucres lents, donc j'ai mangé énormément de pâtes, et puis à l'université c'était quelque chose aussi de facile à faire, de bon et de pas cher, et j'avais toujours des difficultés à perdre du poids pour mes compétitions de judo, alors que quand je suis passé d'abord sur un régime dissocié, donc fatalement avec moins de glucides, et puis sur un régime lié à mon test ADN, je me suis rendu compte que j'avais un métabolisme beaucoup plus rapide que lent, selon la typologie métabolique confirmée par les tests ADN, et donc je fonctionne mieux avec une bonne quantité de lipides plutôt qu'une quantité de glucides, et donc je vais limiter mes glucides aux fruits, aux légumes et aux tubercules, mais avec une portion plus importante que la moyenne en termes de lipides. Et donc par rapport à cette controverse sur l'importance ou pas des acides gras dans notre alimentation, et cette opposition entre les acides gras saturés et les acides gras polyinsaturés, la voie du milieu, c'est de se dire, ok, on a besoin de tous nos acides gras, qu'ils soient saturés, insaturés ou trans, lorsqu'ils sont de qualité, lorsqu'ils sont naturels. Néanmoins, par rapport à votre prédisposition génétique et par rapport à vos besoins du moment, vous aurez sans doute des besoins différents. Lorsque vous êtes en inflammation, vous aurez peut-être besoin d'une supplémentation en oméga 3, et puis une fois que c'est résolu, revenir à moins d'oméga 3. Et selon votre ADN, vous êtes peut-être plus sensible aux glucides qu'aux acides gras, et vous allez devoir consommer davantage d'acides gras, et peut-être
peut-être avoir besoin pendant une certaine période d'un régime cétogène ou d'un régime carnivore, mais peut-être pas pour toute votre vie. Donc ce qui est important à comprendre dans cet épisode, c'est que la nutrition, comme le disait Hippocrate, eh bien, est une question individuelle. Le remède de l'un peut être le poison de l'autre, mais la nutrition est notre première médecine. Voilà, j'espère que ce premier épisode de la deuxième saison du podcast InShape to Grow vous a interpellé, vous a intéressé. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'être testé au niveau de la typologie métabolique, ou si vous voulez avoir votre premier test ADN, un test ADN ça se fait une fois par une vie, et vous avez là à ce moment-là une analyse de ce que vous pouvez manger, mais également bon nombre de facteurs liés à la santé, à la longévité, à l'entraînement, à la gestion du stress également, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur le site davidgermeau.com ou sur les différents réseaux sociaux. Je mettrai en descriptif les différents contacts que vous pouvez utiliser. D'ici notre prochain épisode, eh bien, prenez soin de vous et bon appétit.